Ravi de vous savoir à l'écoute et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je m'intéresse à la démocratie et vous allez l'entendre, on peut tout à fait ne pas penser pareil et continuer à se parler. Heureusement, vous allez me le dire, mais on va voir pourquoi ce n'est pas si évident et surtout pourquoi c'est si important. Bonjour Béatrice Bougnol. Bonjour. Tu es une journaliste, tu diriges le service culture du journal La Croix et tu pilotes le projet éditorial qui réunit des gens au point de vue radicalement opposés avec une ambition claire, qu'ils se parlent en face à face, dans la vraie vie comme on dit, loin des réseaux sociaux. La seconde édition de cette opération portée par La Croix avec le soutien du fonds Bayard Agir pour une société du lien débouche sur des rencontres le 22 novembre 2025. Alors d'autres médias y participent, le quotidien régional La Voix du Nord, Réel Média, média en ligne, et le mensuel Notre Temps, avec le soutien également de la SNCF. Alors je veux tout savoir de Faut qu'on parle. C'est le nom de cette initiative, c'est une invitation au dialogue, au débat d'idées, à une époque où, il faut le dire, les réseaux sociaux propagent davantage la haine que l'écoute dans des démocraties où l'on observe une certaine polarisation des citoyens, le tout dans un contexte de défiance aussi envers les médias, il faut bien le reconnaître, et les institutions. Pour autant, tout n'est pas perdu, on va le voir, mais d'abord, on va en savoir plus sur toi, sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir journaliste? Est-ce que tu le sais déjà? En tout cas, ce que je sais, c'est que je suis de formation philosophique. J'ai été longtemps éditrice, en fait, en sciences humaines. J'ai dirigé une collection d'une vingtaine de titres par an aux éditions Bayard. Et après, j'ai rejoint effectivement le quotidien La Croix, où j'ai travaillé quelques années au service France, au service politique du journal, où je me suis occupée notamment de suivre les débats d'idées et aussi la transition démocratique, avant donc de rejoindre le service culture que j'ai pris en charge en 2022, il y a 3 ans donc. Et dans ce service culture, il y a aussi la rubrique médias d'ailleurs, et on s'occupe aussi du cahier livre. Voilà. Et dans ma petite introduction, il y a plein de mots-clés, on va les détailler, hein. Alors, s'il faut qu'on parle, cela veut dire que c'est une nécessité. Quel climat tu constates, toi, sur le terrain, au sujet des sujets qui divisent l'opinion, justement, des gens? Est-ce qu'un climat particulier a conduit à cette opération? Oui, bien sûr, je pense que nos journalistes, sur le terrain et comme moi ont pu le constater, mais il y a beaucoup d'études qui le documentent. Si je devais en citer une, je citerais celle de Destin commun qui date de septembre 2024, donc qui a été, réalisée juste après les Jeux olympiques, et donc l'élan quand même, pour le coup d'unité, que comportaient ces Jeux. Et malgré tout, dans leur étude, donc en septembre 2024, il y avait plus d'un Français sur 2 qui pensait que, on était aujourd'hui trop divisés pour pouvoir continuer à avancer ensemble. Donc c'est un chiffre comme un autre qui vient quand même, effectivement illustrer, la polarisation croissante, dans la société française. Plus d'un Français sur deux. Alors on évoque en effet souvent la notion de polarisation pour décrire l'évolution de l'opinion dans nos démocraties. La polarisation, c'est quand une société se divise, en camps si opposés qu'ils finissent par ne plus se parler, percevant la contradiction comme une menace. Alors le risque, c'est de voir les autres non plus comme des contradicteurs ou des adversaires à convaincre, mais comme des ennemis à éviter ou même à combattre. Au cœur de l'opération, faut qu'on parle. Ce sont des sujets politiques et de société qui sont mis sur la table. Est-ce qu'on peut en citer certains? Je pense à l'immigration, l'écologie, des thèmes qui divisent vraiment les Français? Oui, alors, justement sur le sens même de l'opération, parce que tu disais, c'était un appel au débat contradictoire, parce qu'effectivement, donc Faut qu'on parle, c'est vraiment, l'idée de faire converser 2 personnes qui ont des opinions opposées, tu l'as dit. On fait travailler un algorithme pour ça, et donc ça, c'est intéressant parce que tu as dit aussi que les réseaux sociaux nous maintenaient un peu, chacun dans nos bulles. Bah, nous, en fait, on a trouvé un algorithme qui est pas celui qu'on a inventé, hein. C'est l'algorithme de ONG qui est hébergé en Allemagne, qui s'appelle My Country Talks, et cet algorithme, il match les gens selon 2 critères: leur proximité géographique, pour qu'ils puissent se rencontrer en vrai, en face à face, et la divergence de leurs opinions. Alors pour justement trouver leur degré de divergence,
effectivement, les participants répondent à 9 questions clivantes avant de s'inscrire. Et donc, c'est évidemment leur réponse à ces questions qui va déterminer les matchs de l'algorithme. Donc, dans ces questions clivantes, tu as raison aussi de le souligner, puisqu'elles sont clivantes. On a des sujets qui touchent à l'écologie, qui touchent à la migration, qui touchent aussi, par exemple, là, on a une question cette année sur la taxation de l'héritage. Voilà, on reprend en fait, et c'est pour ça qu'on a changé d'ailleurs les questions pour l'édition 2025. On essaye de sentir dans l'actualité ce qui ressort comme clivage dans la société française. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que ce qu'on propose aux participants, c'est de venir échanger. En fait, au terme de débat, nous, on préfère celui de conversation, parce qu'en fait, les personnes sont effectivement choisies pour leur divergence d'opinion. Mais le jour J, donc ce sera le 22 novembre prochain, l'invitation qu'on leur fait, c'est de venir se rencontrer et d'échanger, j'allais dire, point barre. C'est-à-dire qu'ils peuvent parler de ce dont ils ont envie de parler, pas forcément des sujets auxquels ils auront répondu. Et l'idée, c'est surtout de mieux connaître l'autre, en fait, d'échanger avec lui des anecdotes de vie, de mieux comprendre pourquoi il a des opinions sur tel et tel sujet qui sont différentes, et de se rendre compte, parce que ça a été l'expérience des participants l'année dernière, dont on pourra dire un mot, de se rendre compte qu'en plus, ils y prennent plaisir. Voilà. C'est vraiment de retrouver la joie de la rencontre et le fait de pouvoir être en désaccord, mais d'en parler et en plus de s'en réjouir. En parler, être en désaccord et s'en réjouir. Alors, faut qu'on parle, rappelle que se parler, en effet, c'est aussi s'écouter. C'est 2 heures de conversation. Alors, tu disais, les thèmes ne sont pas fléchés pour le jour J, mais c'est bien en amont qu'il y a une sélection par le biais du site internet qui permet de s'inscrire. Donc, ça veut dire que toutes ces personnes sont évidemment des personnes volontaires, mais elles ne savent pas à l'avance sur qui elles vont tomber. Alors, elles ont quand même quelques renseignements, c'est-à-dire qu'une fois que l'algorithme a tourné, donc là, par exemple, pour les rencontres qui auront lieu le 22 novembre, l'algorithme va tourner dans la nuit du 15 novembre, puisque ce sera la fin des inscriptions. Donc, il va appareiller les 2 personnes, et donc ces 2 personnes vont recevoir un message par mail leur indiquant qu'on a trouvé leur partenaire idéal. Et donc là, elles acceptent ou elles acceptent pas, bien sûr, et elles ont accès aux réponses de leurs futurs partenaires de discussion. Voilà. Donc, elles connaissent un tout petit peu la personne avec laquelle elles vont converser, notamment par les réponses que cette personne aura apportées aux mêmes questions. Et on comprend bien, le but n'est pas de générer un clivage, mais tout l'inverse. Et donc, ces petites réponses qui sont très courtes, et puis c'est des premières questions par oui ou par non, des questions courtes, sont peut-être aussi le point de départ d'une conversation enrichissante, tu le disais. Alors, comment ça se passe concrètement le jour J, après les prises de contact, les premiers instants? Est-ce qu'il y a des moments, on l'imagine, de gêne, mais surtout, qu'est-ce qu'il en ressort au bout du dialogue? Alors, juste une petite précision avant de te répondre. Il y a en fait 9 questions clivantes. Donc là, c'est vraiment des questions fermées. On répond par oui et par non. Et on a quand même 3 questions ouvertes qui permettent de mieux connaître la personne et qui seront très intéressantes pour nous, parce qu'on pourra aussi en parler, mais on va faire travailler un chercheur qui va analyser toutes ces données et voir les évolutions qui ont pu se faire tout au long de ce processus de Faut qu'on parle. Donc le jour J, on reste en contact en fait avec les 2 participants une fois qu'ils ont accepté le principe de la rencontre, et on leur envoie quelques informations, et notamment quelques jours avant la rencontre, on leur envoie un guide conversationnel pour éviter effectivement, comme tu le disais, des moments de gêne tout à fait légitimes, parce que engager avec la conversation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui en plus a des opinions très, très différentes, ça peut être pas évident. Voilà. Après, ce que j'ai pu observer moi l'année dernière, parce qu'en fait, donc ces rencontres se font sans intermédiaire. Je le souligne parce que les médias organisent en fait l'opération Faut qu'on parle, cette alliance de médias dont tu as rappelé les titres qui organisent l'opération, mais les rencontres se font sans intermédiaire. En revanche,
l'année dernière, et on recommencera cette année, on a demandé l'autorisation à certains participants de pouvoir assister à leur rencontre pour pouvoir raconter ce qui se passe avec cette opération Faut qu'on parle. Et on a pu constater qu'effectivement, finalement, il y avait assez peu de gêne, que les gens commençaient à converser assez facilement, se présenter en fait, et voilà, d'une présentation qu'on questionne, enfin que l'autre vient questionner, des demandes de précision, etc. Souvent, la conversation a pris de façon plutôt naturelle, et encore une fois, pas forcément en revenant sur les sujets clivants, en tout cas lors du premier rendez-vous. Parce que ce qui s'est passé, et ça c'est assez extraordinaire, c'est que 75% des participants de l'édition, de la première édition l'année dernière, prévoyaient de se revoir. Et nous, à la Croix, on a suivi quelques couples de participants qui se sont revus, et comme ça pendant 6 mois, en fait. Et Hmm. donc, on a fait un grand récit qu'on a publié dans la Croix l'hebdo en mai dernier, en racontant en fait comment c'est créé finalement un lien qui n'est pas forcément un lien, qui est un lien à part, j'allais dire, qui est pas totalement amical, mais qui est plus que du voisinage, et qui s'est créé donc en discutant avec quelqu'un qu'on n'aurait jamais croisé sinon. C'est ça qu'il faut souligner aussi, c'est que ce sont des rencontres qui sont devenues de plus en plus rares. Comme tu le disais, parce que nos vies sont quand même beaucoup déterminées par les réseaux sociaux et que nos relations amicales, professionnelles, ne nous amènent rarement à aller discuter, surtout pendant 2 heures, donc, avec quelqu'un qui a des opinions opposées. Le 2 heures, c'est pas formaté, hein. On a constaté justement que finalement, les gens passaient au moins 1 heure et demie, 2 heures ensemble. Certains ont conversé plus longtemps, d'autres un peu moins longtemps, mais honnêtement, au moins une bonne heure à chaque fois. Voilà. Hmm. Alors, la première édition a réuni 6400 participants, donc des binômes, des couples de dialogue. Tu le disais, 75% d'entre eux ont voulu garder le contact et vous en avez suivi certains. Je lisais en préparant notre conversation qu'il y a même une étude de Harvard et de Stanford qui montre que 2 heures de dialogue engendre des résultats positifs entre deux êtres humains. Après 2 heures, la perception de l'autre comme un ennemi est en diminution dans 77% des cas. C'est ce qu'on appelle la réduction de la polarisation affective. Je m'arrête un peu sur cette notion d'affect, puisqu'on parle de lien. C'est vraiment, sans enfoncer des portes ouvertes, ce qui distingue cette opération de ce qu'on peut trouver sur des sites, sur des réseaux sociaux ou des sites affinitaires, hein. On est vraiment dans la rencontre physique. Est-ce que tu as toi aussi cette perception affective de l'opération? En fait, je dirais plus humaine qu'affective, mais effectivement, ça n'est que de l'humain, j'allais dire. Et donc, ça n'est que de l'humain qui prend plaisir, encore une fois, parce que je le souligne parce que ça nous a été formulé très spontanément par les participants l'année dernière. En fait, on avait deux façons de mesurer un peu le ressenti des participants après les rencontres. La première, elle a été plus qualitative, on peut dire, c'est-à-dire qu'on avait demandé aux participants, comme je vous le disais, on reste en lien avec eux, on leur avait dit n'hésitez pas à nous envoyer un selfie avec un petit mot après la rencontre. Ils ont été extrêmement nombreux à le faire. On a reçu comme ça des images un peu de partout en France, donc c'était très réjouissant, de gens tout sourire voilà, dans des cafés, des lieux divers, avec des petits mots. Et donc, les participants nous ont vraiment exprimé très spontanément la joie, la force, en fait, l'énergie donnée par la rencontre. Je me souviens notamment des mots de Leslie qui disait ça aide vraiment à se rendre, à faire baisser la colère. Ça a fait baisser la colère en moi. De Rolando qui disait on a pu parler de sujets clivants. En fait, c'est possible. Alors que disait une autre participante aussi, je n'y arrive plus en famille. Et puis là, finalement, il y a des sujets qui étaient devenus que je ne pouvais plus partager et que là, j'ai pu discuter pendant 2 heures à mon propre étonnement, etc. Donc ça, c'était je vais dire, le premier indicateur de ce que les gens avaient ressenti avec cette rencontre. Et puis le deuxième, il a été plus quantitatif.
on a fait passer un questionnaire de satisfaction à la fin. Et là, 95% des répondants nous ont dit qu'ils étaient heureux de la rencontre. Et je vous le disais, jusqu'à, pour 75% d'entre eux, dire qu'ils allaient se revoir. Et 77% d'entre eux aussi dire qu'ils voulaient bien être ambassadeurs de l'opération pour que ça continue et qu'elle prenne en ampleur. Et donc, effectivement, c'est à la fois, vous disiez 6400 participants l'année dernière, par rapport à la population française, on peut se dire c'est vraiment une goutte d'eau. Mais vous avez cité aussi cette étude donc de Harvard et Stanford, qui eux ont travaillé sur les données de l'opération en Allemagne, parce que je vous l'ai dit, elle repose sur un algorithme forgé par une ONV qui est My Country Talks et qui, elle, a lancé l'opération en Allemagne depuis 2017. Donc, ils ont un recul bien plus important que nous. Et donc, c'est sur ces données que les universitaires ont travaillé pour arriver à ce chiffre de 77%. Donc, la Mmh. polarisation affective, c'est vraiment le fait, ce que tu as dit, de considérer que celui qui a des opinions opposées est un ennemi, en fait, est dans un camp, et donc il faut surtout pas échanger avec lui. C'est ça. Donc l'opération, elle vise vraiment tout l'inverse. Mais encore une fois, on a vu un élan, on a vu les réactions des personnes, et on est convaincu que de toute façon, comment dire, le plaisir de la rencontre, le plaisir de l'échange contradictoire, il est tout à fait réel et tangible. Ah oui, et puis, il y a aucune règle dans la vie, qui oblige à être d'accord avec les gens pour leur parler. On peut l'oublier avec les réseaux sociaux puisque justement ces algorithmes nous poussent, dans ce qu'on appelle une bulle informationnelle. On va Et, détailler. Vous voyez? et excuse-moi, mais d'autant plus en démocratie. Je veux dire, la démocratie, elle est riche de nos désaccords. Elle fonctionne sur la discussion autour de nos désaccords. Donc, il faut voilà, retrouver cet élan et cette joie, encore une fois, de l'échange contradictoire. Et la démocratie fonctionne comme ça, évidemment, et tout est basé sur la parole, heureusement, en opposition à la violence. Alors je me dis que certains de nos auditeurs se demandent pourquoi des médias d'information ont décidé de se lancer sur ce terrain. La Croix, La Voix du Nord, Réel Média, Notre Temps, ce ne sont pas des ONG, ce sont des médias d'information. Pourquoi franchir ce pas et devenir acteur et pas seulement observateur et témoin? C'est une très bonne question parce que pour nous, c'est un pas très important à la croix. Le dialogue, pour le coup, le dialogue apaisé, respectueux, nous, c'est un des piliers de notre journal à la croix avec la pédagogie et l'espérance. Et ce dialogue, qui consiste à donner la parole à toutes les sensibilités sur un sujet, qui consiste à garantir un cadre de respect et à éloigner les discours de haine, je peux dire qu'on y travaille au quotidien sur tous nos supports. On a créé un espace Avif, qui est un espace d'expression de toutes les sensibilités au sein du journal. Donc c'est quelque chose qui nous habite depuis très longtemps, sinon toujours à la croix. Donc, faut qu'on parle est à la fois le prolongement de cet engagement, mais c'est aussi un pas supplémentaire, ce que j'ai commencé par dire. Et c'est intéressant parce que c'est un pas qui correspond à une prise de conscience, j'allais dire aussi, que pour continuer à tenir notre rôle de média, comme tu l'as dit, d'information générale, pour aussi faire face à la défiance. On n'est pas naïf, on mesure, même nous, à la Croix, on publie chaque année le baromètre de la confiance dans les médias, donc on est très bien placé pour savoir que cette défiance est en croissance. Le dernier baromètre de janvier dernier, 62% des répondants ne faisaient pas confiance aux médias pour les informer sur l'actualité. Voilà. Donc nous sommes convaincus que pour continuer notre mission fondamentale, qui est d'offrir une information fiable, contradictoire, incarnée à nos lecteurs, il faut aussi qu'on innove, qu'on trouve d'autres manières de faire des liens et de créer des médiations. Et faut qu'on parle, c'est un premier pas pour nous vers une réflexion plus large sur l'invention de nouvelles médiations et sur un nouveau rôle, effectivement, pour les médias. Alors je le dis pour les gens, sans faire d'étymologie, média, médiation, le lien justement, c'est la fonction principale des médias. Alors comment les médias font du lien? Bah, justement en proposant
de raconter les choses telles qu'elles sont, pour arriver à partager une même réalité, puis ensuite se faire son opinion, informer. C'est donc aussi rassembler les gens autour de cette même réalité, leur donner les moyens de parler. Alors chaque année, tu le disais, ton journal La Croix publie ce baromètre. On va s'arrêter un instant quand même sur ce chiffre que tu donnais. 62% des Français se méfient de ce qui est dit dans les médias, même si une grande majorité des Français et des Françaises continuent de suivre l'actualité avec assiduité. Ils sont 76% à suivre l'actualité à travers les médias traditionnels. Les médias peuvent faire partie de la solution, c'est ce qu'on croit, je crois, tous les deux, mais ils ne doivent pas échapper à la critique. Je ne veux pas généraliser, mais on observe que certains des médias audiovisuels, notamment, semblent surfer sur cette polarisation dont on parlait, des plateaux de débat enflammés, des invités clivants, ce qu'on appelle le clash, qui après rebondit sur les réseaux sociaux. Comment, tu commences à en parler, mais comment toi, avec La Croix, tu te situes face à ça? Est-ce que tu te situes comme une alternative à l'info polarisante? Je répondrai en reprenant effectivement les mots que tu avais sur notre mission d'information. Moi, je pense qu'un média doit créer effectivement des liens à deux endroits. Le premier endroit, c'est cette mission première qui est l'information. Et pourquoi ça crée du lien? Tu l'as très bien dit, parce que déjà, pour pouvoir converser, pour pouvoir échanger, il faut partager une information fiable. Il faut pouvoir se mettre d'accord sur les faits, sur une appréhension de l'information, de ce qui se passe dans la société, de ce qui se passe dans le monde, etc. Ça, c'est le rôle fondamental d'un média. C'est ce que La Croix fait tous les jours avec ses journalistes à la fois en France, partout dans le monde, pour informer au mieux. C'est très important parce que par exemple, les chaînes dont tu parles euh, ont plus recours à du commentaire et donc à des éditorialistes qu'à des journalistes qui vont délivrer de l'information qu'ils ont été eux-mêmes chercher sur le terrain, dont ils ont recoupé les sources, etc. C'est déjà une différence fondamentale. Parce que si on veut créer du lien, il faut déjà effectivement participer à l'information de la société pour, encore une fois, avoir un socle de partage des informations. Ça, c'est vraiment, j'allais dire, c'est le premier plan, mais ça reste le plus important pour un média, c'est sa mission fondamentale. Et après, effectivement, ce que j'avais commencé à dire, nous, à La Croix, on est persuadés qu'il va falloir qu'on invente de nouvelles manières de délivrer cette information et aussi de nouvelles manières de faire lien avec les citoyens. Donc, Faut qu'on parle fait partie de cette démarche. Et comme tu le dis, évidemment, elle est totalement contraire à la démarche à la fois des algorithmes des réseaux sociaux et aussi, bien sûr, du modèle économique de certaines chaînes qui ne vivent, j'allais dire, que du buzz et du clash permanent. Voilà. C'est assez clair. Moi, j'ai pas envie de rentrer sur voilà, plus en détail, j'allais dire, Mmh. sur des critiques. Mais sur ces deux points-là, je pense que c'est absolument indéniable qu'effectivement, notre manière à nous de concevoir le rôle des médias Mmh. est complètement opposée. Oui, oui, et puis il ne s'agit pas de jeter l'opprobre non plus. Tous les modèles sont possibles. Heureusement, c'est le pluralisme en France, hein. Alors, une dernière Oui, question. sur la culture du clash, on peut, il me semble, être plus critique. Il s'agit pas effectivement, d'être contre le pluralisme, au contraire. Mais c'est vrai que il est plus facile aujourd'hui de faire parler de soi en étant dans le clash que en essayant de maintenir et de garantir le cadre d'un débat apaisé. Donc, je pense qu'on peut effectivement se montrer quand même critique face à des modèles qui reposent sur le clash.
Allez, je te pose une question qui va peut-être s'adresser aux plus jeunes qui nous écoutent dans ce contexte, on l'a dit, de défiance, de polarisation grandissante. Quels conseils donnerais-tu à nos auditeurs pour aiguiser leur esprit critique, sortir de ces fameuses bulles informationnelles pour toutes celles et ceux qui ne peuvent pas se rendre à l'opération Faut qu'on parle? Il y a quand même une hygiène informationnelle qu'on peut mettre en place. C'est quoi tes Bien sûr. conseils? D'ailleurs, les Français le font, beaucoup. Ils sont assez nombreux à s'informer à plusieurs sources. C'est un premier conseil qu'on peut donner, c'est si on c'est à la fois effectivement, on peut aimer, discuter sur une communauté, que ce soit sur un réseau social ou autre, voilà, c'est pas un problème en soi à partir du moment où on croise ces informations avec des sources qui seront, j'allais dire, fiables, dans la manière dont ces journalistes travaillent. Donc je pense que nous aussi, en tant que médias, on doit être de plus en plus dans une démarche pédagogique sur la manière dont on travaille, sur la manière dont on croise nos sources. Je vous disais qu'à la Croix, on attache une importance très importante et à la pédagogie et au dialogue, c'est-à-dire au fait de donner sur un même sujet, les différentes sensibilités qui s'expriment sur ce sujet-là. On n'est pas les seuls à le faire, mais je pense qu'effectivement, choisir un média, qui, donne la parole à plusieurs sensibilités, je pense que c'est déjà un bon début. Et ce que je voulais ajouter sur ce chiffre un peu effrayant de 62 des Français qui se défient des médias pour les informer sur l'actualité, que j'ai donné tout à l'heure et qui, malheureusement est bien réel, s'ajoute un autre chiffre qui est quand même aussi, pour nous, important, qui est de 71. C'est-à-dire que, 71 des répondants ont par ailleurs confiance dans le média qu'ils ont choisi. Donc quand vous avez choisi votre média, que vous êtes fidèle à votre site de presse écrite, par exemple, puisque c'est quand même encore un des canaux et un des supports qui remporte vraiment un degré de confiance, supérieur, là, vous êtes en confiance. Voilà. Donc il y a des moyens et il y a encore heureusement, parfois des majorités, de lecteurs qui sont en confiance avec leur journal. En revanche, effectivement, si on pose la question de façon générale, on arrive à un taux de défiance assez important. Oui, et puis je le disais tout à l'heure, tout n'est pas fichu, hein. C'est d'ailleurs l'objet de ce Non. podcast, heureusement. Et d'ailleurs, si je peux revenir, pardon, si je peux revenir un instant sur l'étude de Stanford et Harvard, qui montre donc que c'est certes une goutte d'eau, comme je le disais, mais qu'elle a vraiment un impact réel, parce que 77% en moins de polarisation affective, c'est quand même pas rien. Cette année, on va faire travailler un chercheur qui est Albin Wagner, qui travaille à la faculté catholique de Lille, qui est spécialiste de l'analyse des discours, pour pouvoir justement, aussi à notre manière mesurer l'impact de l'opération Faut qu'on parle, donc l'impact collectif, individuel, de cette opération. Faut qu'on parle. Béatrice Bougnol, chef du service culture à la Croix, merci pour ton témoignage, pour tes éclairages. À toutes celles et ceux qui nous écoutent, si vous voulez tenter l'aventure, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 novembre 2025 sur le site internet que j'ai mis en lien dans la description, fautquonparle.org. C'est facile à trouver, c'est gratuit, ça prend quelques minutes. Retrouvez donc tous les liens dans la description pour s'inscrire, mais aussi je vous mets les liens des médias pour suivre la couverture de l'événement par les journalistes. Tout est dans la description. Béatrice, merci d'être venue parler avec moi dans Soluble. Merci à vous, avec plaisir. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet, c'est soluble.media. À bientôt.